Dans une lettre en date du 29 novembre dernier et signée de son président Séni Oumarou, le Mouvement national pour la société du développement alerte la CENI sur des cas de fraude d'enrôlement biométrique des électeurs. Enrôlement qui a débuté au mois d'octobre dernier dans la perspective des élections locales et présidentielles de 2020. L'ancien parti unique, passé dans l'opposition, mais aussi membre de la majorité, dit détenir des preuves de plusieurs cas de fraude dans plusieurs régions du pays. Dans la région d'Agadez, des non-nigériens auraient été irrégulièrement enrôlés. Idem dans la région de Tillabéri, dans une commune au moins, des livrets de famille pour étrangers auraient été utilisés à tort pour enrôler plusieurs personnes. D'autres cas de fraude ont été constatés dans la région de Difa selon le document envoyé à la CENI. Pour l'heure, le Mouvement national pour la société du développement se refuse de pointer la responsabilité d'un quelconque parti dans ces fraudes. Il s'agit le plus souvent d'acteurs implantés localement qui cherchent à gonfler le nombre d'électeurs dans plusieurs communes pour leur propre intérêt, a précisé le chargé des élections au sein du parti Haruna Moussa. Le MNSD appelle la CENI à présenter toutes les dispositions nécessaires afin de garantir un fichier électoral correct, sincère et crédible. Face à ces accusations, la CENI n'a encore fait aucun commentaire pour l'instant. Jointe au téléphone, son président a su être absent de la capitale et n'a donc pas encore pu consulter la lettre du parti dénonciateur. Commencé vendredi dernier pour doter le Togo d'un nouveau fichier électoral en vue de l'élection présidentielle de 2020, les opérations de révision des listes électorales vont se poursuivre jusqu'à 16h ce lundi. Ainsi en a décidé la Commission électorale nationale indépendante. Cette décision s'explique par l'affluence qui est devenue plus importante ce dimanche à l'approche de la fermeture des bureaux d'enregistrement sur les listes électorales. En fin de journée ce dimanche, au moment de la fermeture des bureaux au lycée de Baie-Plage, il y a encore des demandeurs à s'inscrire. Depuis vendredi, le nombre total est de 183 personnes. La révision concernait ceux qui venaient d'avoir l'âge de voter, 18 ans, ceux qui avaient perdu leur carte ou encore ceux qui ne se sont pas inscrits par le passé. C'est timidement que toutes ces personnes ont répondu au dernier moment. Ces opérations permettront d'actualiser le fichier électoral national existant, comportant un peu plus de 3 millions d'électeurs qui avaient servi pour des élections législatives de décembre 2018. Pour la première fois, les Togolais à l'étranger voteront lors de l'élection présidentielle prévue entre le 19 février et le 5 mars 2020, mais seulement aux États-Unis, en France, au Gabon, au Maroc, au Nigeria et en République démocratique du Congo, où sont créées des commissions électorales d'ambassade indépendantes, a précisé le président de la Commission électorale nationale indépendante, Ayasso Tchambakou. À quelques mois du scrutin présidentiel, une dizaine de candidats, dont des leaders d'opposition et des indépendants, se sont déclarés pour affronter dans les urnes le président sortant, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005. Face à de nombreux défis. À l'occasion de la journée de la fête nationale centrafricaine, le président Félix Tshisekedi était l'invité d'honneur du président Faustin Archange Touadéra. C'est la première fois qu'il reçoit son homologue congolais depuis son élection. Les deux présidents ont assisté au traditionnel défilé ainsi qu'à la course de pirogue du 1er décembre. L'évolution de nos pays éprouvés par de multiples soubresauts politiques nous conduit à accorder nos leaderships et à manifester une solidarité à toute épreuve pour combattre et mettre un terme aux menées déstabilisatrices en Afrique centrale et dans notre sous-région des pays des Grands Lacs si troublés, dont la République démocratique du Congo pour des raisons évidentes de superficie, de peuplement et de ressources naturelles devrait y jouer un rôle de premier plan de locomotive, a expliqué Faustin Archange Touadéra. Le président Félix Tshisekedi a, quant à lui, mis en valeur les efforts réalisés par son homologue pour un retour à la paix sur le territoire centrafricain. Il y a eu vraiment un bond considérable dans ce pays qui était donné pour perdu par certains. Et vous savez qu'il y a eu même une grande puissance qui a dû partir parce que la situation devenait confuse. Une puissance amie. On ne va pas la condamner, la blâmer, mais la situation était vraiment difficile. Et aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir grâce au travail du président Touadéra. Le président congolais souhaite aller plus loin dans les échanges commerciaux entre les deux États. Il a notamment évoqué vouloir relancer le projet de pont sous Lubangui pour relier physiquement les deux pays qui partagent plus de 1600 km de frontières. Les deux États sont frontaliers, séparés par 2 cours d'eau.
Les manifestants sont à nouveau descendus dans les rues de Béni, en République démocratique du Congo, pour dénoncer les massacres de civils dans l'est du pays et l'inaction de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO. Ces massacres sont attribués au groupe armé d'origine ougandaise Force démocratique alliée ADF, accusé d'avoir tué 1 millier de personnes depuis 2014. Ce lundi, au moins un jeune homme a été tué par balle. Il a été conduit à la morgue par des manifestants pieds nus. Un policier, semble-t-il, a donné la mort à un manifestant et les manifestants ont tué le policier, a déclaré le procureur militaire Kambou. Dans son communiqué, la police affirme que le policier a été brûlé par les assaillants, mais qu'il était de repos et qu'il a été surpris à son domicile. La police parle également de 12 policiers blessés pendant les émeutes, ainsi que 8 civils blessés admis à l'hôpital général de référence de Béni. 5 maisons appartenant à des policiers ont été incendiées selon la police. Le procureur militaire a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre les organisateurs des manifestations, dont un groupe appelé « Je suis Béni ». Il leur est reproché d'avoir recours aux groupes armés Maïmaï, des rebelles ou groupes d'autodéfense congolais dans les différentes manifestations depuis le 25 novembre. L'information judiciaire va aussi porter sur l'incendie de la mairie et l'attaque contre les installations de la MONUSCO le 27 novembre, ainsi que le meurtre du policier. L'armée congolaise a par ailleurs indiqué que 8 militaires avaient été lynchés au cours des derniers jours par la population qui les a pris pour des miliciens ADF. L'explosion s'est produite en milieu de journée à Diougani, dans la région de Mopti, a indiqué l'armée sur les réseaux sociaux, sans donner davantage de précision. Le Mali, et en particulier les confins du Burkina Faso et du Niger, sont en proie à une dégradation sécuritaire et une propagation du djihadisme qui alarme la communauté internationale, malgré la présence de forces françaises, onusiennes et africaines. Le conflit au Sahel a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. En dehors des attaques contre les forces armées ou les populations civiles, la pose de mines artisanales le long des principaux axes de communication par les djihadistes provoque des dizaines d'explosions chaque année. Depuis novembre 2019, au moins 4 soldats maliens, 2 soldats burkinabés et 1 soldat français ont été tués par des mines artisanales. Aussi bien les civils ne sont pas épargnés par ces pièges à hommes. L'Union européenne consolide son soutien matériel à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Selon Wolfram Vetter, l'ambassadeur de l'UE au Faso, des unités d'élite des forces armées sont en formation et seront bientôt déployées dans certaines régions. Les premières unités sont déjà sur le front de la lutte contre le terrorisme. Elles étaient au combat et ont pu résister aux attaques contre 2 détachements militaires dans la nuit du lundi à mardi, même si on déplore la mort de 3 soldats, souligne le chef de la délégation de l'Union européenne. Selon l'état-major des armées, une vingtaine de terroristes ont été neutralisés et des armes et munitions saisies au cours de la riposte. L'ambassadeur Wolfram Vetter a également rassuré que d'autres unités seront formées, équipées et déployées dans le nord de la région de l'Est, où les groupes armés sont de plus en plus actifs. Des véhicules blindés sont déjà arrivés et ils seront remis aux forces armées burkinabées, a dit le chef de la délégation de l'Union européenne. Avec le chef du gouvernement burkinabé, il a été également question de la recherche d'autres partenaires comme la Russie, la Turquie et les pays du Golfe qui peuvent jouer un rôle important dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme, a insisté le chef de la délégation de l'Union européenne. La militante suisse-camerounaise Nathalie Yam du parti d'opposition ivoirien l'ID a été expulsée de Côte d'Ivoire. Cette expulsion intervient quelques semaines après son intervention contre la France-Afrique à Sochi lors du sommet Russie-Afrique. Elle n'a pas mâché ses mots en donnant son point de vue sur les rapports qu'entretiennent les pays de l'Afrique francophone avec la France. Nathalie Yam avait ouvertement et sévèrement critiqué la France de contrôler les pays d'Afrique francophone. C'est donc assisté de son avocat qu'elle s'est rendue au poste de police d'Abobo pour être entendue par les autorités de la police.
Après l'audition, elle a été envoyée à la direction générale de la police où elle a reçu un arrêté d'expulsion du territoire ivoirien pour activité incompatible avec l'intérêt national. Nathalie Yam a été ensuite mise dans un avion pour Zurich, en Suisse. D'après Mamadou Koulibaly, chef de file du parti l'ID, dont elle est membre, on lui reproche d'être une étrangère qui fait de la politique en Côte d'Ivoire, un peu trop critique envers les autorités, ce qui serait un trouble à l'ordre public. Le président ougandais Yoweri Museveni a mené ce mercredi à Kampala une marche rassemblant des milliers de fonctionnaires, policiers et partisans du pouvoir pour dénoncer la corruption qui lui a valu des critiques acerbes de ses détracteurs. Pour cette marche, la capitale ougandaise avait été placée sous haute surveillance, des soldats encadrant de près les dignitaires qui défilaient, dont les présidents du Parlement et de la Cour suprême. Les commerces étaient clos et la fermeture des routes a provoqué d'importants embouteillages. Les gens corrompus sont des parasites, a déclaré Yoweri Museveni à la foule après la marche, disant voir dans la corruption un problème spirituel. Cette marche a suscité de nombreuses moqueries, les critiques rappelant que plusieurs scandales de corruption ont marqué la présidence Museveni. Quand le président d'un pays décide de marcher contre la corruption plutôt que de prendre des mesures, ce pays est perdu, a estimé Joseph Sabiti, un porte-parole d'Action Aide Ougandais et activiste anticorruption. On se moque des Ougandais, a-t-il accusé. De son côté, Maria Burnett, une avocate qui a écrit un rapport sur la corruption en Ouganda pour Human Rights Watch en 2013, a déclaré que la marche de ce mercredi est pavée d'impunité. L'opposant Kizza Besigye avait prévu ce mercredi une manifestation séparée contre la corruption, mais son entourage a indiqué qu'il avait été arrêté par la police en s'y rendant. 4 fois candidat malheureux à l'élection présidentielle, il est arrêté de manière quasi routinière. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a mis sur les rails au mois de mai dernier un dialogue national dit inclusif, censé mettre les Maliens autour de la table et établir une feuille de route. Une initiative qui devrait dégager des réponses politiques et non pas seulement militaires à la grave crise que traverse le Mali. Mais après des mois de consultation, cette initiative piétine. La principale formation d'opposition refuse d'y participer et la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme composée de groupes armés pro-gouvernementaux s'en sont elles aussi dissociées à la suite de propos du président ouvrant la porte, selon elle, à une remise en cause de l'accord de paix d'Alger de 2015 dont elles sont signataires. Après une séquence particulièrement meurtrière pour les troupes maliennes ces derniers mois, le chef de l'État malien a annoncé samedi le lancement officiel du dialogue pour le 14 décembre prochain, appelant toutes les forces vives de la nation à y prendre part. Dans un communiqué conjoint publié mercredi, la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme composée des groupes armés pro-gouvernementaux disent qu'elles n'émettent pas d'objection à un éventuel retour au dialogue. Mais elles ajoutent que l'accord d'Alger ne peut être modifié qu'avec le consentement express de tous les signataires. Les deux organisations armées réclament la création, dans les meilleurs délais, d'un cadre approprié pour discuter des modalités de leur participation.